Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est à la fois avec plaisir que je suis là devant vous et avec regret de ne pas l'être physiquement, étant retenu, selon la formule consacrée, par une raison indépendante de ma volonté. Je voudrais remercier le Président Eugène Ionescu, Dr Ionescu, de m'avoir invité. Je connais Eugène Ionescu depuis des années, puisque nous avons travaillé ensemble dans le même service, là où vous êtes, au pavillon U de l'hôpital Édouard Herriot, et j'ai toujours été très heureux de ses connaissances, ses compétences, sa créativité, où on retrouve également celle-là chez d'autres médecins roumains avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler à Lyon. Et puis j'ai une sensibilité particulière par rapport aux médecins roumains, puisque ma famille maternelle était roumaine jusqu'à la fin du 19e siècle et n'est devenue française qu'au tout début du 20e siècle. Alors aujourd'hui, nous allons parler, je souhaite en introduction, de sujets qui vous concernent et qui concernent l'ensemble des médecins et pas uniquement les médecins roumains, mais sur lesquels vous n'avez peut-être pas d'informations. Je vais venir tout de suite sur une première information et vous devez voir, j'imagine, cette première diapositive. La difficulté, ah, voilà. Je voudrais d'abord signaler que j'ai quitté le milieu de l'audition, le milieu de l'ORL, le milieu médical en devenant conseiller d'État. Et ce que vous voyez là, c'est le Conseil d'État tel qu'il est, c'est-à-dire c'est un bâtiment qui était le palais du cardinal de Richelieu, qui est à Paris, en face du musée du Louvre. Or, je suis devenu conseiller d'État et pour votre information, je suis le seul médecin conseiller d'État à temps plein. C'est pour ça que je suis passé de professeur de médecine à conseiller d'État. Et pour votre information, à quoi sert le Conseil d'État? Le Conseil d'État conseille le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas déposer de projet de loi en Conseil des ministres sans un avis préalable du Conseil d'État. Et il ne peut pas non plus déposer de décret, enfin d'arrêter plus exactement, de publier de décret dit en Conseil d'État sans l'avis du Conseil d'État. Ensuite, la deuxième grande mission du Conseil d'État, c'est une mission de juge. S'il y a un recours contre un décret, par exemple, du gouvernement, ou contre un texte réglementaire, ou contre, d'une manière plus générale, des décisions de l'administration, eh bien, cela remonte directement ou progressivement jusqu'au Conseil d'État, qui est l'équivalent de la Cour de cassation administrative. Et enfin, le Conseil d'État a une fonction de gestion des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel. Donc le Conseil d'État, fonction de conseil, et c'est la plus haute juridiction administrative française. Étant le seul médecin, j'ai particulièrement, mais pas uniquement en charge, les dossiers qui relèvent de la santé ou de la sécurité sociale, mais pas exclusivement. Alors, je voudrais d'abord revenir vers vous sur le sujet de l'accès au troisième cycle des études de santé. Certains d'entre vous, plutôt la majorité d'entre vous, exercent en France au titre de la reconnaissance automatique des diplômes au sein de l'Union européenne. Mais d'autres, ou les plus jeunes, peuvent avoir fait le choix, après leur second cycle des études de médecine, en l'occurrence en Roumanie, d'être venus en France passer ce qu'on appelle les épreuves classantes nationales, les fameuses ECN. Et comme vous le savez, les ECN vont être supprimées. Et je voudrais expliquer dans quel contexte cela va se passer. D'abord, c'est la loi d'Agnès Buzyn de juillet 2019 qui a modifié totalement cet accès au troisième cycle et qui énonce que l'affectation par subdivision territoriale, par spécialité, des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves, j'y reviendrai, s'effectue selon des modalités prenant en compte les résultats aux épreuves ainsi que le parcours de formation, le projet professionnel des étudiants et le cas échéant leur situation de handicap. Et cela a été précisé par un décret de septembre 2021. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est jusqu'à cette loi, puis ce décret, tout étudiant ayant validé le deuxième cycle des études de médecine, ce qui correspond en France à 6 années d'études, pouvait se présenter aux examens, aux épreuves classantes nationales, aux ECN, et quelle que soit sa note, était classé et donc pouvait choisir sa spécialité. Le changement est le suivant. Aujourd'hui, il faudra, pour pouvoir accéder au troisième cycle, et donc à l'internat, et donc à la spécialité, il faudra d'ailleurs d'abord avoir validé une épreuve nationale de connaissances, qui aura lieu en sixième année, une épreuve nationale de compétences, qui aura lieu également en sixième année, et avoir validé le deuxième cycle. Mais ça est une règle qui ne concerne pas les médecins roumains, mais tous les étudiants en santé, français et européens, par définition, pour l'accession aux ECN. Ça a une conséquence pour ceux qui sont actuellement en cours d'études en Roumanie et qui souhaiteraient faire leur spécialité en France. Il faut qu'ils sachent qu'il y a un moment où on va leur demander de valider d'autres épreuves que la simple validation du deuxième cycle pour accéder au troisième cycle. Mais je voudrais plutôt
prendre du temps avec vous sur ce qui va tous vous concerner à compter du 1er janvier prochain, c'est-à-dire la certification périodique des professionnels de santé. Alors, très concrètement, il faut savoir qu'au niveau européen, plusieurs États membres ont déjà mis en place une telle obligation de formation continue. Et on cite de cette façon-là, classiquement, les Allemands, les Autrichiens, Chypre, la France, la Pologne. Mais ça, c'est la formation continue. La formation continue, pour plusieurs de ces États, elle s'inscrit dans un autre dispositif, qui est le dispositif de recertification. Alors on dit recertification obligatoire ou accréditation, et ce sont les ordres professionnels qui assurent ce contrôle. Alors ce qui est important, à mon sens, à connaître, c'est de savoir d'abord qu'il y a plusieurs pays, comme vous le voyez en Europe, qui le font, dont la Roumanie, et où il y a ce contrôle assuré. Et ça concerne des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes en Belgique, et on voit que ça concerne d'autres professions de santé en Allemagne et en Lettonie. Donc c'est ce qui va s'appliquer en France. Alors il faut savoir pourquoi ça va s'appliquer. En 2016, il y a eu ce qu'on appelle la Grande Conférence de la Santé que je copilotais à la demande du Premier ministre de l'époque et qui avait proposé qu'il y ait une recertification régulière des médecins et des professionnels de santé, mais on évoquait surtout les médecins. Cela a donné lieu à une mission confiée à un doyen, le doyen Serge Uzan, qui a fait des propositions, puis à un rapport de l'inspection générale de l'action des affaires sociales qui a rendu un rapport sur la question. Et cela a préparé plusieurs aspects. Alors d'abord, il y a une loi, toujours la loi Agnès Buzyn, qui a autorisé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à la création d'une obligation de certification périodique des professionnels de santé relevant d'un ordre, permettant à échéance régulière au cours de la vie professionnelle de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l'actualisation et le niveau des connaissances. Donc vous voyez que c'est déjà très clair, c'est une obligation et elle a des objectifs très clairs, garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques, l'actualisation et le niveau des connaissances. La loi date de 2019, l'ordonnance a été publiée en juillet 2021. Alors, première règle, ça ne concerne pas que les médecins, mais ça concerne les 7 professions de santé ayant un ordre, donc médecins, pharmaciens, dentistes, sages-femmes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues. Alors, quels sont les objectifs? Je le dis et je crois qu'il faut vraiment insister, c'est garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l'actualisation et la mise à niveau des connaissances. L'enjeu, c'est que tout au long de la carrière professionnelle du praticien, et où que soit un patient sur le territoire, on puisse lui garantir la même qualité en continu des soins qui lui seront prodigués. Alors, cela signifie qu'il va y avoir 4 types d'actions pour être certifié. Un premier bloc d'actions qu'il faudra avoir réalisé concernant l'actualisation des connaissances et des compétences. Un deuxième bloc, ce sera sur la qualité des pratiques professionnelles. Un troisième bloc sur la relation avec les patients. Et un quatrième bloc sur la prise en compte de la santé personnelle, en l'occurrence du médecin. Alors, vous voyez ici les 4 blocs. Et il faudra réaliser des actions dans chacun de ces 4 blocs. C'est-à-dire que si quelqu'un remplit les actions d'un seul bloc, eh bien, ça n'autorise pas la certification. Il faudra avoir validé les 4 blocs de certification pour obtenir la certification. Alors, le contrôle, c'est l'ordre professionnel, en l'occurrence, c'est l'ordre des médecins qui s'assurera du respect de l'obligation de certification. Et l'ordonnance prévoit pour chaque praticien un compte individuel. Et dans ce compte individuel, il y aura toutes ces actions de certification périodique et ces comptes seront gérés par une autorité administrative sur laquelle je reviendrai dans quelques instants. Et donc, les conditions d'entrée en vigueur sont au 1er janvier 2023 et différencient la situation des professionnels de santé selon s'ils sont en exercice aujourd'hui, ce qui est votre cas, ou ceux qui le deviendront après le 1er janvier, mais j'y reviendrai aussi. Alors, premièrement, les actions à accomplir pour être certifiés, ce seront dans des référentiels définis par profession et spécialité. Et en gros, ce seront les CNP qui vont définir globalement ces référentiels et donc les actions que vous devrez accomplir dans le cadre de la certification. Ce que vous réalisez au titre du DPC, de la formation continue et de l'accréditation, ce sera pris en compte au titre de la certification périodique, sous la réserve que ce soit inscrit dans le référentiel
de la spécialité. Chaque professionnel aura un libre choix. Vous choisirez les actions que vous souhaitez suivre. Alors, pour ceux qui sont salariés, ce sera ce qu'on appelle en lien avec l'employeur, mais c'est vous qui avez ce libre choix. Et quant à la périodicité, ce sera 6 ans. Donc, à partir du 1er janvier, chaque professionnel, tous les 6 ans, devra être certifié. Avec une petite particularité, pour les médecins en exercice au 1er janvier prochain, la première période sera de 9 ans. C'est-à-dire que vous aurez de janvier 2023 à janvier 2032 pour votre première certification, et ensuite ce sera tous les 6 ans. Alors, il a été créé un Conseil national de la certification périodique qui est chargé de la stratégie, de la promotion, du déploiement, ainsi que de la définition des orientations scientifiques. Je préside ce Conseil national et il se réunira très prochainement. Les référentiels de certification périodique dont je vous ai parlé définissent donc les actions. Or, pour que les CNP soient capables de rédiger cela, la Haute Autorité de Santé a proposé une méthode d'élaboration des référentiels. Il nous revient au Conseil national de donner un avis sur cette proposition pour que le ministre puisse arrêter cette méthode, et ce n'est qu'après que les CNP pourront proposer et élaborer plutôt leur référentiel. Et ensuite, le ministre arrêtera le référentiel après avis de chaque CNP. Alors, à ce jour, la HAS a proposé sa méthode d'élaboration. Vous voyez, ça a été validé le 13 juillet dernier, donc les choses vont assez vite. Alors, en pratique, premièrement, pour résumer, chacun d'entre vous devra choisir des actions parmi le référentiel de sa spécialité sur une période de 6 ans. Et ces actions peuvent être validantes au titre du DPC. En d'autres termes, certaines actions du DPC sont reconnues au titre de la certification et vous pouvez ainsi répondre et à votre obligation triennale de DPC, donc les 2 actions sur 3 ans, qui elles-mêmes seront prises en compte dans la certification dans un des 4 blocs selon ce qu'il y a dans vos actions. Troisième élément, j'insiste, c'est chaque spécialité qui élabore le référentiel, donc c'est le CNP. Il y a une autorité administrative qui gère votre compte et c'est l'ordre qui contrôle le respect. Alors, pour mettre cela en œuvre, il faut un grand nombre de textes réglementaires sur le contenu, sur les modalités d'élaboration, sur le système d'information, sur le contrôle, sur le financement, sur le cas particulier des professionnels qui relèvent du service de santé des armées. Alors, sachez que le prochain décret sur lequel nous travaillons actuellement, qui est à la concertation, c'est sur le contenu. C'est-à-dire quel type d'action souhaitons-nous, combien d'actions souhaitons-nous pour qu'il puisse y avoir certification. Alors, en gros, si on voulait être très strict, il faut 5 décrets en Conseil d'État, 4 décrets simples, 3 arrêtés, mais sachant que les décrets peuvent être regroupés quelquefois en moins que 5 décrets, tant qu'il y a les éléments privés. Alors, à ce jour, j'ai été désigné président depuis décembre dernier. La composition et le fonctionnement du Conseil national ont été arrêtés par un décret de mai dernier. L'Agence du numérique en santé a été choisie pour gérer les comptes individuels, donc c'est elle qui gérera le compte de chacun et chacune d'entre vous. Et puis, un arrêté plus récent, qui a moins d'1 mois, fixe la composition du Conseil national. Vous voyez que c'est une instance collégiale à 27 membres. Chaque ordre est représenté par une personne. Chaque commission professionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une commission pour les médecins, une pour les pharmaciens, et ainsi de suite. Il y aura 2 représentants des associations de patients, 2 des formations, c'est-à-dire, en l'occurrence, ce sera une doyenne de médecine et une responsable d'école paramédicale, 2 personnalités qualifiées, 2 représentants des syndicats, 2 nommés par l'UNPS et 2 représentants des fédérations des établissements de santé, en l'occurrence la Fédération hospitalière de France, la FHF et la Fédération de l'hospitalisation privée. Donc voilà le cadre que je voulais vous exposer, qui présente à mon avis un enjeu absolument majeur pour chacun d'entre vous, puisque vous concernera directement à partir de janvier. Alors, la question qui nous est souvent posée, c'est que se passe-t-il si on n'est pas certifié? Aujourd'hui, d'abord, vous tous, vous aurez 9 ans pour l'être. L'ordonnance, et c'est donc ce qui est la valeur de loi, a prévu que ne pas répondre à l'obligation de certification constituait une faute. Donc, il reviendra aux ordres de décider quelles sont les conséquences à suivre dans ce cadre-là. Mais je rappelle que la question ne se posera pour vous qui êtes en exercice que dans 9 ans et pour les futurs praticiens que dans 6 ans. Donc, il y a du temps. Nous procéderons à une montée en charge progressive, parce que c'est un travail important,
Et mon souhait est qu'il y ait l'articulation la meilleure entre la certification et le DPC, de manière à ce que les actions prises au compte du DPC le plus possible puissent l'être au titre de la certification et qu'il soit suffisant d'ajouter quelques actions supplémentaires pour répondre à des blocs qui ne sont pas actuellement prévus dans le cadre du DPC. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Encore une fois, je regrette de ne pas être parmi vous, mais je vous souhaite une journée très fructueuse et je tiens à tous vous saluer et à saluer encore votre président, le docteur Ionesco. Merci à vous tous. Lionel, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention et d'ailleurs, je dois avouer que ça m'a permis de mettre à niveau un petit peu, je dois reprendre, hein, donc je dois réétudier un petit peu ce que vous avez déjà présenté et je trouve très intéressante parce que deux fois, c'est vrai que certaines, on va dire, lois ou présentations sont un peu sommaires. Nous, on sait que depuis, on discute de cette dispositif depuis un certain temps et il y avait beaucoup d'inconnus. Ce que je veux vous poser simplement comme question, est-ce que en pratique, pour les praticiens, par exemple, qui doivent partir à la retraite d'ici 7-8 ans, on va dire, est-ce que ce dispositif risque de se mettre vraiment en place? Oui, il se met en place, mais dès lors qu'on regardera au bout de 9 ans ce qui est leur situation, s'ils partent à la retraite dans 7 ou 8 ans, enfin avant les 9 ans, et qu'ils n'ont plus aucune activité, c'est-à-dire pas de cumul emploi-retraite, ils ne sont pas concernés par la certification. La certification, c'est que pour eux, ceux qui travailleront encore dans 9 ans, pour les praticiens d'exercice. Donc, le seul point sur lequel il faut être vigilant, c'est que beaucoup de médecins demandent le cumul emploi-retraite, ou souhaitent maintenir une activité, et à ce titre-là, a priori, la certification sera exigée. D'accord. J'admets que cette question, je l'ai posée parce que moi, je ne suis pas, d'ici 7-8 ans, probablement, je serai parti à la retraite. Donc, c'est une connotation un peu personnelle. Oui. Après, donc, vous avez une deuxième question, c'est par rapport au dispositif proprement dit, c'est-à-dire comment on va savoir ou quand c'est, quel est l'organisme, je peux peut-être raté, je n'ai pas bien compris. Quel serait le groupe professionnel qui va décider quel point et quel crédit de points dans Alors, le dispositif de professionnel continu seront pris en compte par ce dispositif. d'accord, je comprends. Alors, on va faire les choses en deux temps. Le Conseil national va décider des orientations scientifiques. Le CNP ensuite va mettre en place son référentiel, c'est-à-dire qu'il va donner la liste des actions. Il faut qu'il applique une méthode qui est celle de la HAS et qu'il respecte les orientations scientifiques qui sont les orientations proposées par le Conseil national. À partir il y a un travail qui reste à conduire, avec, notamment avec la NDPC, mais pas uniquement, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, mon souhait, c'est que chaque fois qu'une action sera proposée à un professionnel de santé, il devra savoir si elle est au titre du CNP, au titre du DPC, au titre de la certification, ou si elle est commune aux deux. Donc la seule question qui se pose, c'est qui le lui dit. Alors c'est vrai pour le DPC, mais vous pouvez choisir aussi des actions hors DPC. Rien ne vous empêche de choisir des actions au titre de la formation continue, non prises en compte par le DPC, mais qui seraient sur le référentiel proposé par le CNP. Vous voyez, donc il faut le savoir. Il ne faut pas oublier que l'obligation triennale de DPC n'a pas été abrogée. Il y en a toujours une obligation de 2 actions tous les 3 ans au titre du DPC. Donc moi, ce que je souhaite pour en revenir, c'est faire le plus simple possible, c'est qu'on trouve le moyen que chaque professionnel, lorsqu'il voit qu'il a une action, il y a un tampon dessus qui lui dise DPC, certification, oui, non, c'est tout. Mais on n'en est pas encore là, mais ça va venir, j'espère. D'accord. Bien, enfin, dernière question. Est-ce que donc le dispositif et surtout les créneaux ou les périodes sur lesquelles cette recertification doit être faite vont s'appliquer aux kinésithérapeutes parce que bon, je profite de vous avouer qu'on va dans la salle, il y a quelques kinésithérapeutes qui certainement vont être intéressés par cette question.
Je réponds oui, elle concerne les 7 professions de santé que j'ai citées. Parmi les 7 professions, il y a les masseurs-kinésithérapeutes, au même titre que les médecins. Donc là, j'ai centré sur les médecins, mais en réalité, c'est commun absolument aux 7 professions. Et Donc pour une les kinés période, sont concernés. OK. Et pour la période de 9 C'est ans, la même chose. OK, Ah, c'est la même chose. Ce que je vous ai dit pour les médecins, ça s'applique. Hmm. j'ai parlé des médecins car j'étais devant une association de médecins, mais s'applique de la même manière aux 7. C'est totalement transversal pour les 7 professions. Pareil pour les kinés, pareil pour les pédicures, podologues. OK. Bon, Lionel, je vous remercie beaucoup pour toute votre intervention. Et puis, écoutez, donc j'espère que éventuellement, s'il va y avoir d'autres réunions de ce type-là, vous allez peut-être J'espère. faire l'honneur d'être présent physiquement. Écoutez, croyez-moi, je préfère être présent physiquement en ce moment. C'est sûr et certain. Et merci encore une fois, Lionel. Merci à vous. Bon, donc je vais